On sait pas encore quand, mais quelque part d'ici le 1er juillet 2026, Lane Hutson va devenir un jeune homme riche. Très très riche. Mais à quel point? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Lane Hutson connaît une saison recrue au-delà des attentes de même les plus optimistes partisans du Canadien. Avec une dizaine de matchs à jouer, Hutson tente de devenir le premier défenseur depuis Niklas Lidstrom. Oui, ce gars-là qui a remporté 7 trophées Norris, juste ça, a récolté 60 points en une saison. Hutson est en plein cœur de la course au trophée Calder et pourrait devenir le premier joueur du CH à remporter le trophée depuis Ken Dryden en 1972. Ça date. Mais tout ça, ça se paye. À quel point ça se paye? Depuis quelques saisons maintenant, l'échelle salariale interne du Canadien est basée sur le fameux contrat de Nick Suzuki. Évidemment, on est porté à croire que Hutson est celui qui va finalement rehausser cette barre à un autre niveau, mais pas si vite. Dans cette vidéo, on va regarder les comparables à Lane Hutson et pourquoi, malgré sa saison recrue hors de l'ordinaire, Hutson ne va peut-être pas dépasser Suzuki tant que ça. D'un certain point de vue. Tout juste avant de poursuivre à ce sujet, par contre, salutations à toi, oui toi, hockeyeur de l'Internet. Bienvenue sur la chaîne. On a comme objectif d'atteindre les 20 000 abonnés en 2025 et le mois tire à sa fin jusqu'ici. Il est excellent. Il reste une petite poussée de rien avant de vivre ce qui devrait être un très beau printemps. Alors si c'est pas trop te demander, abonne-toi. En 2 secondes, ça coûte rien. Et en échange, la princesse Peach te dit merci. OK, Lane Hutson. Débutons avec les comparables pour Lane Hutson. Aussi fou que ça puisse paraître, on parle de 3 gagnants du trophée Norris, Cale Makar, Quinn Hughes et Adam Fox. Avant que vous partiez en peur, on parle strictement d'un point de vue négociation de contrat et argument à apporter à la table. Je dis pas que Lane Hutson gagne un trophée Norris d'ici 3 ans, tant mieux si oui. Quoique, dans le cas de Hughes, plus le temps avance, plus finalement, c'est vraiment un joueur comparable à Hutson. Mais ça, ce serait pour une autre vidéo. Makar, Hughes et Fox. Bien que les 3 ont été repêchés des années différentes, Fox en 2016, Makar en 2017 et Hughes en 2018, ils ont tous les 3 débuté leur carrière en 2019-2020 et tout comme Hutson sortaient tous les 3 de la NCAA. Du lot, Hughes et Makar sont dans des situations quasi identiques. Les deux ont joué lors de la saison 2018-2019, 5 matchs de saison régulière pour Hughes, 10 matchs de série pour Cale Makar et ils ont donc brûlé leur première année de contrat un peu comme Lane Hutson l'a fait en 2023-2024. Les deux joueurs se sont chaudement disputé le trophée Calder lors de la saison suivante, un peu comme Hutson qui est en train de, à mon avis, gagner le trophée Calder, mais bon, ça, c'est pas encore fait. Donc, se battre pour le trophée Calder avec Macklin Celebrini et Dustin Wolf. Hughes a terminé la saison avec 3 points de plus que Makar, mais Makar le fait en 11 matchs de moins et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a remporté le titre de recrue de l'année. Donc, au final, Makar a terminé son année recrue avec une moyenne de 0,88 points par match, Hughes 0,78. Hutson, cette saison, est à 0,77 au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Bref, ça pour dire que c'est comparable. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en 2020, bien sûr dans le cadre de la saison écourtée qui a repris à la fin de l'été dans une bulle, Makar et Hughes ont tous les deux participé aux séries et même atteint le 2e tour. Bref, un peu comme Lane Hutson en ce moment qui se bat avec le Canadien pour une place en série, c'était pas au sein d'équipes de fond de classement. Alors qu'en ce moment, à Montréal, on parle immédiatement de prolongation de contrat pour Hutson. Autant les Canucks que l'Avalanche ont attendu avant de prolonger Hughes et Makar respectivement. Ils sont tous les deux devenus agents libres avec restriction avant de s'entendre avec leur équipe. Et c'est là où ça devient intéressant. Après une 2e saison où les deux ont confirmé qu'ils étaient, comme on dit dans le jargon, le real deal, Cale Makar avait obtenu 44 points en 44 matchs, terminant 2e au Norris, qui aurait remporté s'il ne s'était pas blessé. Et Hughes avec 41 points en 56 matchs. Il faut le dire au sein d'une équipe des Canucks qui avait complètement perdu la carte. Souvenez-vous, 2021, donc l'année de la division canadienne. On y avait terminé dernier dans cette division canadienne. Donc avec tout ça, les deux qui ont confirmé que leur saison recrue, c'était pas un coup de chance. Cale Makar a signé un contrat lui rapportant 9 millions de dollars par saison. Hughes, un peu moins, à 7,85 millions.
2 bons contrats en soi pour leur équipe respective. McCarr a carrément gagné le Norris et le Conn Smythe, en plus la Coupe Stanley, l'objectif ultime. La première année de son nouveau contrat. Hughes a gagné le Norris en 2024 et est devenu le capitaine des Canucks de Vancouver et, à mon humble avis, leur joueur le plus important. Sauf que les deux ont aussi eu leur part du gâteau parce qu'il s'agit dans les deux cas de contrats de 6 ans et non de 8, ce qui fait en sorte que, en théorie, les deux pourraient devenir agents libres sans restriction en 2027, dans la fin vingtaine, encore dans l'apogée de leur carrière et avec le plafond salarial qui va faire des pas de géant dans les 3 prochaines années, ça leur ouvre la porte grande ouverte pour faire sauter la banque. Mexico. Simplement dire à des fins d'observation que je pense que McCarr va prolonger au Colorado. Avec les Canucks qui, cette année, ont eu une année, disons, au mieux pas de côté, je ne serais pas si surpris que ça si un jour Quinn Hughes devenait agent libre sans restriction, mais ça, on traversera le pont lorsqu'on sera arrivé au ruisseau. Avant de poursuivre sur Hughes et McCarr, un mot sur Adam Fox, quand même. Contrairement aux deux autres et Hudson, Fox n'a pas brûlé une année de contrat pour quelques matchs avant sa saison recrue. Les Rangers ont donc eu une année de plus avant de décider ce qu'ils allaient offrir comme contrat à Adam Fox. Ils ne l'ont pas utilisé, par contre, ou à peine. Fox s'est entendu au mois de novembre, au début de sa 3e saison. Je viens de parler de McCarr qui, à mon avis, aurait gagné le trophée Norris dans la saison 2021 s'il avait joué plus de 44 matchs. Ben, c'est Adam Fox qui l'a gagné. Donc, il venait de gagner le Norris le printemps précédent. Et les Rangers l'ont récompensé avec un contrat de 9,5 millions de dollars par saison pour 7 ans. Lui non plus, pas pour 8 ans. Tout ça, c'est beaucoup de chiffres. Puis surtout 3 contrats différents quand on les regarde comme ça. Qu'est-ce qu'on en retient au final? Ceci. Quelques derniers chiffres pour ces 3 joueurs. Suivez-moi. Je sais que lorsqu'on regarde les joueurs, on voit le salaire annuel. Celui qui compte sous le plafond, puis on se dit « Oh, wow, ce gars-là fait plus qu'un tel, il devrait pas. Celui-ci fait 2 millions de plus qu'un autre. » Cale Makar, quel incroyable contrat. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est vraiment important, c'est le pourcentage sous le plafond salarial qu'occupe un joueur lors de sa première année de contrat. Dans le cas de Makar, c'était 11,04 %. Fox, c'est un petit peu plus. 11,52 %. On peut donc dire qu'autant dans l'absolu que relativement au plafond salarial, c'est lui qui a obtenu le plus. Et Hughes, c'est moins, à 9,63 %. Voilà les chiffres importants à retenir et qu'on va mettre en relation avec ce que peut signer Lane Hutson comme contrat. Maintenant, oui, on regarde les comparables à la position. Regardons les comparables au sein de l'équipe parce que ça a une importance, ce qui nous amène, entre autres, à Nick Suzuki. Depuis qu'il a signé sous l'ancien régime de Marc Bergevin, c'est quand même important de le mentionner, non seulement le CH a pris ce qui semble être une stratégie organisationnelle de signer ses jeunes joueurs avant qu'ils ne jouent la dernière année de leur contrat lorsque possible. Ça a été le cas pour Nick Suzuki, 8 ans, 7,875 millions, contrat signé en octobre 2021. Juraj Slafkovský, 8 ans, 7,6 millions, contrat signé en juillet 2024. Il y a également eu Kaiden Guhle, 6 ans, 5,55 millions. À date du jeune noyau, seul Cole Caulfield, 8 ans, 7,85 millions, est devenu joueur autonome avec compensation. Il a signé en juin 2023. Donc, il a joué la dernière année de son contrat. J'ai dit qu'il était devenu agent libre avec restriction. C'est faux. On l'a signé en juin avant qu'il devienne joueur autonome avec compensation. Donc, non seulement on a tendance à prolonger les joueurs avant leur dernière année de contrat, mais en plus, on roule les dés. Dans le cas de Caulfield, Suzuki et Slafkovský, on a osé des contrats qui peut-être lors de la première année ou deuxième de celui-ci, on se disait, OK, peut-être que le joueur ne va pas remplir ce qu'il vaut à ce montant-là, mais sur le long terme, sur la durée du contrat, ça va avoir valu la peine. Jusqu'ici, dans le cas de Nick Suzuki, à mon humble avis, c'est non seulement un coup de circuit, c'est un grand chelem. Dans le cas de Cole Caulfield, ça s'enligne aussi pour être, j'ai envie de dire un coup de circuit, au pire un trip. Dans le cas de Slafkovský, c'est encore à déterminer. Je suis de ceux qui pensent qu'avec sa belle fin de saison, ça regarde bien. Ça regarde au pire bien. Dans le cas de Goulet, c'est un petit peu différent. On l'a signé pour moins longtemps, on l'a signé pour moins d'argent également. Il n'est pas tout aussi établi que les 3 autres dans la Ligue nationale de hockey, particulièrement en raison des blessures, quoiqu'il y a un argument pour dire qu'il est tout autant établi que l'était Juraj Slafkovský. Encore une fois,
C'est beaucoup de chiffres, je vous l'accorde. Quand on dit que Nick Suzuki est encore le standard, c'est vrai dans l'absolu, soit le montant qui compte sous le plafond. Donc, je viens de le dire, Suzuki, 7,875 millions. Caulfield, tout juste en dessous, 7,85. Slavkovski, 7,6. Et entrons Goulet là-dedans parce que lui aussi est sous contrat pour longtemps à 5,55. Je viens de dire qu'il est sous contrat aussi pour longtemps, Goulet. Donc, c'en sont 4 joueurs qui sont effectivement sous contrat jusqu'en 2030. Donc, Suzuki est le plus payé dans l'absolu, mais c'est aussi vrai en termes de pourcentage occupé sous le plafond lors du moment de la signature. Suzuki occupait 9,55 %, Caulfield 9,4 %, Slavkovski 7,96 et encore une fois, Goulet est plus loin derrière à 5,81. Remarquez-vous quelque chose? Un lien entre Suzuki et Hughes. Quinn Hughes, 9,63 % du plafond, Suzuki, 9,55 %. Et voilà un chiffre que peut proposer Hughes, Ken Hughes, c'est mêlant, désolé, à Lane Hudson. Pour la première fois de l'ère du plafond salarial, la LNH a annoncé d'avance pour 3 ans les estimés d'augmentation et ça, ça nous donne une petite idée. Limite maximale de 95,5 millions en 2025-2026, 104 millions en 2026-2027 et 113 millions en 2027-2028. 2026-2027, c'est ce qui nous intéresse ici puisque c'est l'année où débutera le contrat d'Hudson. Ça me ramène à ma prémisse de départ. J'ai posé la question récemment dans un live et certains d'entre vous voulaient voir Hughes offrir le même contrat à Hudson qu'à Nick Suzuki. Dans les faits, le même contrat, c'est le suivant. 9,55 % sous le plafond salarial lors de la première année du contrat de Lane Hudson, pas la saison prochaine, l'autre d'après, c'est 9,9 millions. Donc, aux alentours de 10 millions. Et c'est donc dire, d'un certain point de vue, comme l'aimait dire Obi-Wan Kenobi, So what I told you was true, from a certain point of view. A certain point of view? À 10 millions, Kent Hughes peut argumenter qu'il offre le même contrat à Lane Hudson qu'à Nick Suzuki, même s'il va faire un peu plus de 2 millions de plus par année. Par contre, contrairement à Suzuki, contrairement à Caulfield et même contrairement à Juraj Slavkovski, ce serait un énorme contrat offert après seulement une saison. Êtes-vous game? Avez-vous des doutes? Personnellement, est-ce que je suis game? On dirait que j'hésite. Est-ce que j'ai des doutes? Non, j'ai aucun doute. 2 choses à ce sujet. Tu as l'argument pour dire à Hudson qu'il a, toute proportion gardée, la même importance que Nick Suzuki. Oui, on te donne le même montant d'argent que Hughes, aussi toute proportion gardée, mais Hughes a joué 1 an de plus avant de signer et prouver sa valeur. Donc toi, en retour, Lane, ce que tu nous donnes, signe pour le plein 8 ans, signe pour 2 ans de plus et ça retarde l'entrée sur le marché des joueurs autonomes sans compensation si jamais il avait à aller là. Et tu aurais donc Lane Hudson pour peut-être l'entièreté de son apogée à un montant qui est gros, mais qui, dans les faits, va être assez intéressant. Je pense que c'est comme ça que tu le convaincs de signer immédiatement pour 8 ans. Et je viens de le dire, je le sais que ça fait peur, 10 millions. Quand on regarde 10 millions dans la conjoncture actuelle de la Ligue nationale de hockey, c'est encore un chiffre qui marque l'imaginaire. Mais de un, la stagnation du plafond salarial, c'est quelque chose du passé. 10 millions en 2026-2027, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 7,6 lorsque Carey Price, lui, a signé pour 10,5 millions par année. Il faut dire d'ailleurs que Carey Price, officiellement, demeure le seul joueur de 10 millions chez le Canadien, même s'il n'est plus là depuis quelques années. Il y a 2 fois plus de joueurs de 10 millions en ce moment qu'en 2018-2019, encore une fois, la première année où Carey Price faisait ce montant-là. Jacob Chychrun vient de signer un contrat qui va lui rapporter 9 millions par saison à Washington. Non, pour quelques raisons, entre autres le moment où il est dans sa carrière. Lui, il serait devenu carrément agent libre sans restriction. C'est pas un bon comparable pour Lane Hudson, Jacob Chychrun. Mais c'est juste un indicatif de combien les équipes sont prêtes à payer pour un défenseur capable de contribuer offensivement. Est-ce que tout de suite, s'engager avec Lane Hudson, 8 ans, 10 millions de dollars, c'est trop tôt? Parce que personnellement, je pense que c'est la seule question à se poser. Est-ce qu'on veut une année de plus pour confirmer des choses et prendre le risque que Lane Hudson fasse encore mieux et vale plus cher? Pour moi, ce serait la seule raison d'attendre 1 an avant de le prolonger. Je pense que quand on regarde Suzuki, Caulfield et Slavkovski,
lorsqu'on s'est engagé avec eux à long terme avant que chacun d'entre eux réellement remplisse le montant pour lequel on les a signés, remplisse les attentes envers un joueur qui fait cet argent-là, je pense que Hudson, c'est le pari le moins risqué du lot. Peut-être avec Suzuki, mais quand tu regardes ça, toute proportion gardée, là, Suzuki ne faisait pas ce que Hudson fait pour un défenseur recru. Donc, je comprends que le montant est plus gros dans l'absolu, mais dans les faits, par rapport au plafond salarial, ce serait exactement le même contrat que Nick Suzuki. Et je pense, honnêtement, que ça vaut la peine et que dès le 1er juillet, tu fais comme tu as fait avec Juraj Slafkovský et que tu offres 8 ans, 80 millions à Lane Hudson. Est-ce que je suis fou? Toi, attends-tu ou, comme avec Slav, tu signes Hudson dès qu'il est éligible le 1er juillet? Comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Je vous ai demandé de m'envoyer vos meilleures offres de transactions pour que le Canadien fasse l'acquisition d'un deuxième centre. C'est disponible ici. Également, tu veux savoir pourquoi je pense qu'il faut relaxer un brin avec l'avenir de Patrik Laine à Montréal? C'est juste là. Et comme toujours, on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!